de guerre contre la Russie a déjà été élaboré à Londres? La russophobie des Britanniques a-t-elle commencé à se fissurer? Comment gagner de l'argent avec le diesel russe et quand le vent du changement soufflera-t-il sur Downing Street? Pendant que les politiciens débattent de qui pourrait remplacer Starmer, les militaires mènent des exercices dans le métro londonien. Un poste de commandement a été installé dans la station abandonnée de Charing Cross. Selon le scénario des exercices, en 2030, l'OTAN entre en conflit avec la Russie sur le territoire des pays baltes. D'ici, depuis le métro londonien, l'état-major britannique dirige l'opération en Estonie en utilisant des drones, l'intelligence artificielle et des systèmes de guidage numérique. Autrement dit, on élabore un schéma pour mener une guerre depuis un centre de commandement souterrain. La presse britannique souligne, auparavant, lors de tels exercices, l'OTAN combattait un ennemi abstrait, mais désormais l'ennemi est clairement désigné. Actuellement, de nombreuses personnes différentes, militaires et hommes politiques influents, ont indiqué des délais pour une guerre probable avec la Russie. Partagez-vous cette vision sombre selon laquelle la guerre est inévitable? Et selon vous, à quel moment devrions-nous être prêts? À quoi sommes-nous prêts aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez, nous sommes prêts à recevoir un ordre légitime de notre gouvernement et de nos dirigeants politiques à y aller et à régler le problème. Sommes-nous prêts à faire face à une armée russe reconstituée qui serait revenue du front? Non. Autrement dit, pour les généraux britanniques, la guerre en Europe n'est plus une histoire pour faire peur ni de la science-fiction, mais simplement un scénario de travail pour les exercices d'état-major. Les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. État-major. Andreï Vladimirovitch, juste avant la pause publicitaire, nous parlions avec vous de la force de cet esprit de russophobie dans la presse, dans la société, dans l'establishment politique. Mais ici, nous voyons des préparatifs concrets. Dites-moi, s'il vous plaît, la Grande-Bretagne se prépare-t-elle vraiment en ce moment à une guerre contre la Russie? Et comment, en général, les militaires et les politiciens britanniques imaginent-ils cette guerre? Eh bien, je dirais que cette préparation se fait surtout en parole, même si en effet le nombre de manœuvres militaires impliquant les forces armées et les unités britanniques a augmenté. Les alliés de l'OTAN, principalement d'Europe du Nord et des pays baltes, y sont de plus en plus souvent associés. Il s'agit de tentatives visant à accroître la capacité de combat et à dissuader des forces extérieures dans le contexte d'un conflit hypothétique de haute intensité. Une attention particulière est accordée à la protection des infrastructures sous-marines, aux routes d'approvisionnement entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est ce dont je parlais avant la publicité. On s'entraîne au déploiement rapide des troupes, à la défense des frontières, aux actions contre des frappes massives de missiles. Vous avez montré en effet cet exemple où l'on simule la réponse russe à une invasion russe dans l'un des pays de l'Alliance nord-atlantique. Eh bien, on parle généralement des pays baltes ici. Néanmoins, je tiens à dire que malgré la fanfaronnade officielle locale sur l'importance stratégique des préparatifs militaires et les innombrables articles sur ce sujet, les forces armées britanniques sont confrontées à un certain nombre de problèmes systémiques, du manque de financement dans toutes les catégories de forces armées jusqu'au vieillissement de l'équipement militaire. Il a même été question d'un manque de personnel et même d'une crise de la justice militaire. Il existe de nombreux documents programmatiques, des articles emphatiques sur la nécessité de tout changer, mais pour l'instant, le gouvernement ne trouve pas de fonds pour des mesures concrètes et efficaces de réforme de la défense. Oui, encore des paroles. Mais il est aussi intéressant de parler de certains mouvements politiques. Nous suivons de près la façon dont l'image de l'ennemi évolue au sein de l'Alliance Atlantique. Et aujourd'hui, le Premier ministre polonais Donald Tusk est arrivé à Londres. Il va, pour ainsi dire, présenter un programme, signer un accord avec Keir Starmer sur un partenariat stratégique dans lequel, bien sûr, l'ennemi commun sera clairement désigné et il s'agit sans aucun doute de la Russie. Mais expliquez-moi pourquoi ont-ils besoin, ces pays liés par le traité de l'OTAN, d'un autre accord de ce genre? Ce sont deux pays membres de l'OTAN. Qu'y a-t-il encore à définir? Qu'y a-t-il encore à signer? Oui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela a probablement commencé il y a un an et demi. Le premier accord de ce type a d'abord été signé avec l'Allemagne, puis avec la France, ou dans un autre ordre. En effet, c'est bien de cela qu'il s'agissait.
Je ne vais pas préciser, je n'ai pas encore vu les documents qui seront signés. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une annonce. Mais dans les documents qui ont été signés avec Paris et Berlin, il s'agissait principalement de coopération dans le domaine du complexe militaro-industriel, de la création de nouveaux modèles d'armement, de la production conjointe. Aujourd'hui, chaque pays n'a pas assez de ressources pour s'occuper seul, par exemple, d'un projet de nouveaux chasseurs ou d'un projet de nouveaux chars. Bien qu'il y ait un nouveau char ici, il est actuellement en phase de test, là-bas à Certanovo. C'est pourquoi il s'agit ici davantage d'une union des efforts de l'organisation militaire de l'État. Voilà comment je le formulerai. Je voudrais encore une fois revenir à ce dont nous avons parlé dans le reportage. Il y a quelques jours, des images sont apparues. Elles sont magnifiques. Ce sont des exercices des militaires britanniques dans le métro londonien où, selon le scénario, en 2030, sera installé un état-major chargé de diriger les opérations militaires, bien sûr contre la Russie. Tout cela est prévu dans le scénario et évidemment avec l'utilisation, commençant passer aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Mais en fait, pourquoi de telles choses sont-elles portées, je dirais, sur la place publique? Ça, nous avons déjà compris que l'armée n'en a pas la capacité. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce une préparation de l'opinion publique ou bien un nouveau signal adressé à Moscou? Vous savez, à vrai dire, quand j'ai lu le scénario et les documents relatifs à cette affaire, il ne s'agissait en fait pas du métro londonien. Elle a été prise comme exemple d'une des stations souterraines ou d'un bunker souterrain quelque part en Estonie, ou bien en Lettonie ou en Lituanie. C'est précisément de cette manière que cela a été présenté. Pourquoi tout cela est-il porté sur la place publique? Je dirais qu'il s'agit d'une tentative d'attirer l'attention de la population sur la nécessité de la militarisation. Cela avance très difficilement, et pas seulement ici. En Allemagne, par exemple, il y a eu récemment à Berlin un sondage d'opinion publique qui a montré une attitude plutôt indifférente et un manque de volonté, disons, de mordre à l'hameçon, d'aller soutenir la militarisation, de rejoindre l'armée, etc. Ici, il n'y a pas eu de tel sondage, mais d'après ce que je vois, disons, dans la rue et en discutant avec les gens, je doute fort qu'il y ait un grand enthousiasme pour le renforcement de la machine militaire, le développement de l'armée, etc. Ici, il me semble que les gens ont une autre mentalité. Il ne s'agit pas ici d'un désir de paix. Ici, il y a simplement une ambiance générale que toutes ces affaires extérieures devraient un peu concerner la population. Passons quand même aux bonnes nouvelles. Notre rubrique préférée est pour les nôtres et pour les vôtres. Ainsi, Londres a tout à fait soudainement autorisé l'importation de diesel et de kérosène à condition qu'ils soient produits à partir de pétrole russe dans des pays tiers. Ainsi, la presse britannique a réagi en conséquence avec beaucoup d'ironie, comme c'est souvent le cas pour la presse britannique. Et voici l'image que le Daily Telegraph a publiée. J'ai fait le plein avec du diesel russe sale et maintenant le GPS ne me parle plus. Je suis surprise d'abord que le GPS ne se soit pas mis à parler russe et ensuite qu'il n'emmène pas cette personne dans la plus belle ville du monde, bien sûr, à Moscou. Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle pris une telle décision finalement? La politique de sanctions commence-t-elle à montrer des signes de faiblesse? Ou bien est-ce le pragmatisme britannique classique qui refait surface? Très probablement, le GPS s'est mis à parler chinois, car il y a maintenant beaucoup de voitures chinoises ici, comme à Moscou d'ailleurs. C'est exactement ça, oui. Quant à votre question, pour être sérieux, au départ, une interdiction totale avait été instaurée sur l'importation de produits issus du raffinage du pétrole russe en provenance de pays tiers. Mais cette décision a en réalité été dictée par des fantasmes de grandeur politico-économique. Personne, en revanche, n'a pris en compte que près de la moitié de la consommation de diesel dans le pays est assurée par les importations et qu'environ 65% du kérosène d'aviation provient du Golfe Persique. Voilà une politique à courte vue qui ne prend absolument pas en compte le risque de nouveaux crises. C'est pourquoi le conflit autour de l'Iran a bien sûr frappé de plein fouet cette vulnérabilité. Il y a tout de même une compréhension assez vague de la réalité, à savoir que la situation actuelle sur le marché mondial de l'énergie ne favorise en rien les mesures de sanctions. Ici, le gouvernement a tout de même gardé une certaine marge de manœuvre et en conséquence, Londres a indéfiniment reporté l'entrée en vigueur des mesures adoptées sur la base d'une nouvelle poussée d'ukrainophilie. Une licence a été délivrée autorisant l'importation de diesel et de kérosène d'aviation obtenus à partir de matières premières russes.
Cette nouvelle a terriblement effrayé les responsables européens. Le commissaire européen au commerce à Bruxelles a exigé des explications. Il a déclaré qu'aucun compromis concernant le soutien au régime de Kiev n'était possible. Et les Britanniques ont dû se justifier et ont promis d'annuler la licence à la première occasion. Andrei Vladimirovitch, pour conclure notre conversation d'aujourd'hui, je voudrais quand même vous interroger sur l'avenir. Si l'on regarde vers l'avenir proche, en direction des prochaines élections législatives, pensez-vous qu'il soit possible, en général, qu'il y ait un changement des élites politiques en Grande-Bretagne, où le pouvoir pourrait, par exemple, passer à une toute autre catégorie d'hommes politiques ? Pas exactement une autre catégorie, mais des personnes avec une mentalité un peu différente. Existe-t-il, par exemple, une demande pour de tels hommes politiques au sein de la société britannique ? Peut-être que cela changerait alors quelque chose dans les relations entre Moscou et Londres. Vous savez, un certain changement est possible. Comme je l'ai dit, il est possible qu'il y ait la convocation d'élections générales ou qu'on attende 2029. Mais il n'est cependant pas certain que cela change la politique étrangère et l'attitude envers notre pays. Celui qui arrivera au pouvoir à la suite de nouvelles élections devra hériter de tout cet héritage d'une gestion assez médiocre au cours des 40 dernières années. C'est vrai. Tous ces problèmes sociaux et économiques. Et ici, comme cela se passe, il est plus facile de tout rejeter sur la Russie, sur le conflit, sur l'opposition. C'est le tour préféré de la classe politique actuelle. Et je pense que ce sera une solution facile pour le prochain gouvernement. Malheureusement, pour changer vraiment la trajectoire actuelle, il faut reconnaître qu'elle est erronée. Voilà. Mais c'est un prix trop élevé pour des politiciens locaux de plus en plus insignifiants. Malheureusement, c'est ainsi. Andrei Vladimirovitch, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Nous allons suivre non seulement... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi. Je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. C'est ce que nous partageons sur cette chaîne est important pour vous. Likez, commandez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.